Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde sur la cyberguerre. Je suis François Delachery, je dirige Télécom Sud Paris et je préside la commission recherche et transfert de la conférence des grandes écoles. Akima. Bonjour, Akima Chaouchi, je suis professeure à Télécom Sud Paris et conseillère scientifique au service de stratégie en recherche et innovation au ministère de l'Enseignement supérieur sur les sujets de cybersécurité, réseau et télécom, et en étroite collaboration interministérielle pour les stratégies d'accélération cyber, 5G réseau du futur et cloud. Décidément, l'Institut Télécom et l'Institut Polytechnique de Paris sont en force, puisque Nicolas Glady, directeur de Télécom Paris. Donc Hubert Duhaut, INRIA, responsable du programme cybersécurité à INRIA, notamment en charge, on le verra, du programme de transfert du campus cybersécurité. Alors, cyberguerre, ce qui est important aujourd'hui, c'est la souveraineté numérique. Akima, comment vois-tu les impacts croisés entre souveraineté numérique des États et évolution de la gouvernance sur Internet? Merci François pour cette question. J'ai dû écrire des notes parce que je ne devrais pas dépasser 4 minutes vu que le sujet est très intense. Je dirais que d'abord l'Internet, c'est ce vaste réseau géré de manière indépendante, tissé ensemble par des protocoles de communication distribués de données normalisées à l'échelle mondiale. On parle de modèle multi-stakeholder. Son usage a connu un virage technologique majeur avec ce qu'on appelle l'informatique en nuage. Et c'est aussi l'informatique en nuage, le cloud, qui a permis l'utilisation du numérique dans différents domaines industriels, sociétaux et gouvernementaux. Donc, la souveraineté numérique vient avec des nouvelles problématiques pour être intégrée finalement dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet. On rappelle, la gouvernance de l'Internet était là pour les années 90 pour gérer ce qu'on appelle le nommage et les identifiants, donc les adresses IP. Et depuis les années 90, donc différentes problématiques venant de besoins gouvernementaux, de besoins industriels, mais aussi militaires, qui sont liés, par exemple, à la protection des données dans l'Internet des objets, à la géopolitique de la gouvernance de l'Internet. Donc tout ça vient alimenter justement le besoin de développer des nouveaux schémas de gouvernance de l'Internet du futur. Donc, dans ce contexte de souveraineté numérique, on pense qu'on peut recommander 3 champs d'action. Le premier serait, pour avoir justement un impact international, puisqu'on parle de souveraineté numérique au niveau national et européen, là, l'idée, c'est de se dire qu'il faut avoir aussi un impact international et on va passer par cette gouvernance de l'Internet. Donc, il s'agira là de s'impliquer plus dans les travaux de l'organisation mondiale qu'on appelle l'Internet Governance Forum, qui est donc à Genève près des Nations Unies, dont la branche France a été établie en 2004. Donc on pense qu'il est important de transcrire les attentes et les objectifs de la souveraineté numérique pour pouvoir les intégrer dans les futurs schémas de la gouvernance de l'Internet. Donc on peut citer par exemple les travaux de l'IGF 2021 qui ont déjà commencé à travailler, à réfléchir sur ce qu'on appelle la data sovereignty, donc la souveraineté de la donnée. On peut aussi rappeler en 2018 l'action du président Macron qui avait lancé un appel du Paris Trust dans le cyberespace. Et donc, on est quand même déjà présent dans cette initiative et ça serait donc utile et important de pousser un peu plus les travaux liés à la souveraineté numérique pour qu'on ait un impact dans le développement des schémas de la future gouvernance de l'Internet. Le second champ, qui est justement le développement scientifique et technologique, doit aussi intégrer la coordination des différentes stratégies, en fait, pas que la cybersécurité. Il faut qu'on arrive aussi à coordonner les travaux, aussi bien de la cyber, la 5G réseau du futur, le cloud. Et pour rappel, la Commission européenne définit donc la souveraineté numérique sur le développement de 3 piliers qui sont la puissance de calcul, le contrôle des données européennes et aussi la connectivité sécurisée. Ces 2 derniers champs sont justement du ressort de la recherche en cybersécurité. Alors, le 3e champ d'action qui doit certainement toucher directement la conférence des grandes écoles, c'est le développement des compétences de demain. Et justement, dans les stratégies d'accélération cyber, on peut citer le volet compétences qui est à 135 millions d'euros. Sur la stratégie 5G et réseau du futur, on est à 30 millions d'euros. Et sur la stratégie cloud,
On est sur 30 millions d'euros aussi et 200 millions pour l'intelligence artificielle en développement de compétences. Donc, je termine en rappelant ces 3 clés qui sont donc l'implication des acteurs de la souveraineté numérique dans l'IGF, donc l'Internet Governance Forum, la coordination et le renforcement de la recherche et l'innovation dans tous les domaines du numérique et le développement donc, des compétences pour être capable de construire et maintenir et utiliser ce cyberespace en maîtrisant au mieux le risque. Voilà. Merci Akima. Hubert, nous sommes ici au campus cyber. L'INRIA va opérer le programme transfert du campus cyber. En quelques mots, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Juste pour faire le lien avec ce que vient de dire Akima, on est bien dans le cadre du soutien à la souveraineté numérique et dans le cadre du plan de relance, le plan de relance de la cybersécurité, qui a 2 grands axes pour l'instant. Un premier axe qui est bien sûr un volet sur le soutien à la recherche, sur les fameux PEPR, j'ai de l'ordre de 65 millions d'euros, mais je laisserai Akima peut-être présenter plus en détail les projets qui sont portés dans ce cadre-là. Et un deuxième volet, justement, qui est le complément de ce programme, de ce volet recherche, qui est ce programme de transfert dont la dénomination réelle est programme de transfert du campus cyber, opéré par INRIA, mais pour le compte de l'ensemble de la communauté académique, que ce soit les organismes de recherche ou les universités, les écoles. Ce programme se décline pour les 5 ans qui viennent en 3 grands volets. Une intervention sur la détection et la mise en œuvre et le portage de projets de recherche sur des maturités équivalentes à celles du PEPR que j'ai présenté tout à l'heure, mais en complément justement de ce PEPR. J'allais dire, le cœur du réacteur de ce programme, c'est de financer des projets de recherche, de transfert surtout, transfert de la recherche pour définir les conditions de faire émerger des nouvelles solutions pour justement la confiance numérique et faciliter la souveraineté numérique du territoire en développement des applications souveraines. Les 2 autres volets, c'est un volet sur la formation, ça intéresse bien sûr la conférence des grandes écoles, puisque nous avons là un rôle, puisque le titre du programme, c'est un programme de transfert, c'est de transférer les compétences et les savoir-faire de la recherche pour, j'allais dire, densifier et mettre au meilleur état de l'art les formations de la recherche en partenariat avec l'ensemble des opérateurs de la recherche. Le but, là, n'est pas uniquement de définir nos propres programmes de recherche, mais bien de s'articuler avec l'ensemble du monde académique pour justement participer à cette évolution et cette prise en compte des technologies très rapidement évolutives du domaine de la cybersécurité. Le dernier volet, c'est celui de l'entrepreneuriat, où là, INRIA intervient toujours dans une approche entre le monde académique et le monde de l'entrepreneuriat, sur l'accompagnement des doctorants dans une logique d'acculturation à la dynamique d'entrepreneuriat, de portage de leurs projets. Et bien sûr, sur le campus cyber opéré par un autre opérateur qui est Accélero et le pool de Rennes, un accélérateur de maturation, un accélérateur de développement que l'on va accompagner pour accompagner justement les projets qui seront hébergés dans cet accélérateur, les startups, pour les mettre en relation plus efficace, plus rapide avec le monde de la recherche, les capacités qu'ont les équipes de recherche, justement à porter les innovations de ces startups. Merci Hubert. Nicolas, pourquoi selon toi un des enjeux principaux pour l'avenir dans le domaine de la cyber, c'est la formation? Alors, chacun voit midi à sa porte, mais moi je vais même être plus ferme que ça. Je pense que c'est la priorité, en fait. La question, d'une manière générale, des talents, des compétences sur le marché de l'emploi. Alors, je suis directeur de Télécom Paris, au sein de la CGE, je suis aussi président de la commission aval, qui s'occupe de l'insertion professionnelle. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'une manière générale, la question du recrutement, c'est une priorité pour 58% des dirigeants de l'enquête de la BPI. Ceux qui sont actifs dans le secteur savent que c'est encore plus vrai dans le secteur du numérique. C'est vraiment un marché de l'emploi aujourd'hui qui est un marché de l'offre. On sait que c'est très difficile de recruter des talents sur les compétences numériques, et en plus quand elles sont pointues. Et puis, comme ça a été très bien introduit par ma collègue, aujourd'hui, les espaces informationnels sont des espaces de conquête comme tous les autres espaces, pour reprendre les termes de Thierry Breton, et donc il faut les défendre. Et
quand on conçoit une architecture informatique, quand on conçoit un service. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la cybersécurité. Alors, la question des métiers en matière de cybersécurité, c'est très large, puisque ça va du RSSI classique à tout simplement avoir les compétences nécessaires quand on conçoit un service web, quand on conçoit une page, quand on conçoit en fait n'importe quoi l'informatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qu'on fait encore sans informatique? Il faut que la sécurité soit, par design, inscrite dans la conception de l'outil. Mais ça va même beaucoup plus loin, puisqu'en fait, les utilisateurs eux-mêmes doivent être formés et sensibilisés, même si vous n'êtes pas vous-même fondamentalement un informaticien ou actif sur ce domaine, vous devez commencer à l'être, comme vous devriez être sensibilisé à n'importe quelle question de sécurité d'une manière générale. Sauf qu'aujourd'hui, les attaques se multiplient. On l'a bien vu certainement avec la pandémie, d'une manière générale, la partie de l'économie qui s'est transférée ou qui doit passer par le numérique est plus importante que jamais. Et donc, en fait, les enjeux de sécurité sur ces espaces-là sont particulièrement importants. Vous savez, dans une chaîne de sécurité, la force de la chaîne, c'est la force du maillon le plus faible. Et on connaît tous des attaques qui se sont effectuées parce qu'en fait, tout simplement, un utilisateur lambda n'avait pas du tout conscience des enjeux de sécurité qui étaient au cœur de son système d'information, et du coup, il a laissé la porte ouverte à des attaquants et des gens malveillants. Et donc aujourd'hui, en fait, l'enjeu sur la cybersécurité, il est gigantesque. Parce que non seulement on n'a pas les compétences pointues qui permettraient d'être au niveau pour sécuriser nos différentes infrastructures numériques, mais en même temps, chaque utilisateur doit être à minima sensibilisé et certainement formé à tous ces enjeux-là. Donc, l'enjeu, il est gigantesque. On va citer des millions, mais je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, quand une entreprise du CAC 40 n'est plus capable de fonctionner pendant 2 semaines, parce que, enfin, beaucoup plus, parce qu'elle a été attaquée, on parle directement de milliards de chiffres d'affaires. C'est vraiment de l'enjeu gigantesque. Merci Nicolas, ça me permet justement de me tourner vers François. Selon toi, comment évolue justement la menace cyber en général et pour le milieu de l'enseignement supérieur en particulier? Alors, je retiendrai 3 mots. Le premier, c'est augmentation. Le deuxième, c'est professionnalisation. Et le troisième, c'est diversification. Augmentation depuis une vingtaine d'années maintenant avec l'avènement d'Internet et puis surtout la convergence vers le monde IP qu'on a pu observer avec, on va citer l'iPhone en 2007, la surface d'attaque pour les attaques informatiques, justement, a augmenté. Donc, on peut ramener ça au début des années 2000. Et depuis le début des années 2000, qui a vu d'ailleurs la création de l'ANSSI, les attaques ont augmenté et nous pouvons consulter dans la documentation comment ces attaques augmentent en quantité et en qualité. Alors, le deuxième terme, c'est professionnalisation. Il y a une vingtaine d'années, les attaques informatiques, dont la cyberattaque, à laquelle est liée la cyberdéfense, et donc la cyberguerre, thème d'aujourd'hui, était l'apanage essentiellement des États. Maintenant, ce monde de la cyberattaque, de la cybermalveillance est professionnalisé, c'est-à-dire qu'on observe en marge des États, des sociétés, des micro-sociétés qui fournissent des services d'attaque informatique. Et donc, on assiste à une professionnalisation du monde de la cyberattaque auquel nous devons répondre au niveau de l'État ou au niveau de la communauté d'enseignement supérieur par une professionnalisation de la cyberdéfense. Le troisième mot que je retiens, c'est la diversification. Avant les attaquants, c'était l'État, c'était l'apanage de certains États. Maintenant, la diversification qui attaquait les États. Maintenant, dans le domaine de la cyberguerre, tout le monde, entre guillemets, peut attaquer tout le monde. Et on observe, je donne l'exemple des PME, des TPE, de tout ce qui est petites entreprises qui, auparavant, il y a une dizaine d'années, n'étaient pas attaquées. Je cite l'exemple de 2020, où on a vu un grand nombre de ransomware arriver sur le marché, où les attaquants, finalement, plus que essayer d'extraire de l'information des réseaux, attaquent des sociétés, soit pour les détruire, soit
pour exiger des rançons. Et si vous consultez le panorama de la menace informatique tel qu'il a été publié en 2021 par l'ANSSI, vous pouvez observer qu'il y a à peu près une attaque de ransomware par jour en ce moment. Ce qui met en péril les TPE et les PME. Et comme, si je reviens au milieu des grandes écoles, finalement, nos grandes écoles sont d'une certaine manière des PME qui offrent une surface d'attaque numérique, puisque nous numérisons. Nous avons un certain nombre de moyens financiers, donc nous aurions les moyens de payer des rançons. Et puis, si jamais nous sommes attaqués, probablement que, comme nous sommes en plein dans la transformation numérique, nous aurions du mal à continuer à opérer nos écoles. Donc, cette diversification fait que nous, grandes écoles, nous sommes au cœur de la cyberguerre, à la fois en tant que victime potentielle, mais en tant qu'acteur de ce futur champ de bataille. Hubert, justement, est-ce que tu peux, tu nous as parlé tout à l'heure du programme de transfert que l'INRIA opère. Si on passe dans le monde de la recherche, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les deux, trois principaux enjeux et surtout comment vous allez faire, avec quels moyens vous allez pouvoir contribuer à la réussite du programme de transfert? Bien, alors, les enjeux du programme de transfert tel qu'on l'opère, correspondent, j'allais dire, aux enjeux du campus cyber en tant que tel. La finalité première de ce campus cyber, c'est de développer les nouvelles solutions innovantes et souveraines pour assurer la confiance numérique dans notre environnement, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure des menaces cyber. C'est vraiment le rôle premier que doit avoir ce campus, et le programme de transfert, c'est réaffirmer le rôle qu'a la recherche pour justement parvenir au développement de ces solutions. Et donc, un des premiers enjeux là-dessus, pour répondre, c'est quasiment un objectif, hein, créer ces solutions. Le premier enjeu, ça va être de réussir à bien faire travailler, on parle souvent de fertilisation croisée, mais des communautés qui finalement n'ont pas tant l'habitude de travailler ensemble. Ce sont les communautés de la recherche, c'est les communautés des grandes entreprises, c'est les communautés des PME, TI innovantes et de l'entrepreneuriat. Et le premier rôle que l'on va avoir dans ce cadre de ce programme de transfert, c'est d'assurer une animation, justement, des échanges, j'allais dire une acculturation à une logique d'échange entre ces différents environnements, entre ces différentes cultures, de façon à favoriser justement l'émergence de projets de recherche qui vont déboucher sur des projets de transfert qui vont déboucher sur des projets industriels et de transformation sous la forme soit de start-up, soit de nouvelles filiales, soit de nouvelles activités. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, on l'a dit tout à l'heure, et puis ce matin, il y avait un cycle sur les formations. Le deuxième enjeu, bien sûr, c'est l'accroissement des compétences et surtout du pool de talents disponibles. Et un des rôles que peut avoir justement l'articulation entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, c'est de favoriser des cursus qui, justement, un ingénieur peut commencer sa carrière en faisant un doctorat, en faisant un peu de recherche, en sachant que finalement, ce n'est pas sa vie définitive. Il va faire une phase de recherche, puis il va accompagner une start-up ou il va porter une start-up, puis il va se retrouver travailler dans un grand groupe. Je pense que des cursus mixtes sont les cursus de l'avenir. On ne choisit plus une carrière définitive. Je pense que notre rôle ici, ce sera de faciliter justement une certaine fluidité dans ces carrières. Le troisième point, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat. C'est comment, sur des cursus de projets entrepreneuriaux, on accompagne à la fois justement la communauté de la recherche pour éventuellement porter des startups, où on accompagne justement des doctorants ou des jeunes élèves pour justement porter des projets entrepreneuriaux et les accompagner jusque, dire, la prise en charge de toutes les structures maintenant qui sont bien définies, qui sont les accélérateurs, les incubateurs, etc., dont un était, comme je l'ai dit tout à l'heure, est implanté sur le site. Donc on voit, l'idée, c'est aussi de créer des cursus entrepreneuriaux complets depuis la phase de formation à la phase de pré-entrepreneuriat et d'entrepreneuriat. Et pourquoi pas, pour certains, commencer leur carrière en étant CEO de start-up. Merci. Et Nicolas, tu nous as parlé de formation. Nous dirigeons tous les deux
les écoles du numérique, donc c'est normal que la formation soit au cœur de nos préoccupations. Et plus précisément, à quel dispositif concret tu penserais? Et surtout, comment nous allons le financer? Alors, tout d'abord, il faut absolument que nos écoles d'ingénieurs sortent un peu de leur tour d'ivoire, hein, pas seulement sur la recherche. On imagine toujours le chercheur, il doit bien sûr aller travailler plus proche des entreprises, mais ça, c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps dans les écoles de l'IMT et autres. Mais il faut aussi qu'on porte la parole, parce qu'il faut que ce message touche le grand public. Par exemple, Télécom Paris a créé l'Observatoire Technologie et Souveraineté numérique sous le patronage de Cédric O, qui faisait vraiment le lien avec ce qui a été dit précédemment, et on a vraiment vocation à éclairer le débat et à diffuser de la connaissance. Maintenant, sur l'enjeu de formation spécifique, le problème, c'est les volumes. Ce que nos écoles, et d'une manière générale dans l'éducation, ce qui est toujours très difficile, c'est la fameuse scalability, qu'on connaît bien dans l'entrepreneuriat, mais en matière d'enseignement, enseigner à 10, 20, 30 personnes, c'est facile. Quand on va à 70, ça devient plus dur. Puis si on va à 100, 1000, là, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, on pense toujours aux formations numériques en se disant qu'on va faire des volumes, mais la vérité, c'est que sur le numérique, il y a énormément de pertes, des gens qui ne finissent pas les formations, et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les formations comme celle de nos écoles, par exemple, sont quand même beaucoup plus valorisées que n'importe quelle formation en ligne. Donc, comment faire ça? Et comme tu l'as très bien dit, comment le financer? L'approche qu'on doit avoir, elle est, d'après moi, basée sur 3 piliers qui sont, bien sûr, les écoles, l'État, le reste du service public, et les entreprises. Et le problème qu'ont les entreprises, le problème qu'ont les écoles, c'est la scalabilité. Le problème qu'a l'État, c'est de former toutes ces compétences. Et le problème qu'ont les entreprises, c'est que quand elles proposent des formations à leurs collaborateurs, en général, c'est des formations qui ne sont pas très attractives. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là. Je pense que tout le monde aimerait bien avoir un diplôme de Télécom Paris, par exemple, parce que c'est des diplômes très, très attractifs. Mais on ne sait pas faire de scalabilité. Et donc, ce que je propose sur ce triptyque des 3 E, c'est en fait que l'État propose un cadre qui nous permette à la fois de assurer le quality control de la formation et donc la certification et la diplomation, que les entreprises puissent faire effet de levier parce qu'elles ont des experts partout dans la France qui sont capables de former les personnes, et bien sûr que l'État mette en place des dispositifs avantageux. Alors attention, quand je dis ça, je parle vraiment de formation tout au long de la vie. Ça, c'est très important, parce que si on pense uniquement aux ingénieurs, on n'aura tout simplement pas assez de personnes pour répondre aux enjeux. Comme je l'ai dit, l'enjeu est gigantesque, et donc il ne faut pas seulement former les gens de 20 ans, où le vivier en fait reste ce qu'il est, hein, donc on pourra peut-être faire plus 10, 20%, mais on ne pourra pas faire plus 200, plus 1000%, comme on devrait faire en fait. Mais par contre, on pourrait reformer des gens de 30, 40, 50, 60 ans, qui ont en fait 80% des compétences techno, mathématiques et même informatiques, mais peut-être pas celles-là. Les écoles identifient les blocs de compétences, et là, il faut faire référence à ce qu'on fait de plus en plus maintenant, en particulier avec la réforme de la CPI et France Compétences, donc structurer une formation en blocs de compétences, et identifier quels sont les bons blocs de compétences pour que, par exemple, là où on donnait un diplôme auparavant en 1 ou même 3 ans parfois, eh bien, on identifie uniquement, je ne sais pas, 100 heures de cours, 200 heures de cours maximum, mais très spécifique, qui correspond à ce dont le collaborateur, par exemple, a besoin dans l'entreprise. Et l'école pourrait se positionner comme garantissant que l'ingénierie pédagogique est correcte, l'admission des élèves et la diplomation. Et ça serait, comme on le fait de plus en plus dans nos écoles, hein, des vacataires, des externes, mais spécialistes sur le terrain qui assureraient cet effet de levier pour pouvoir former des centaines de personnes à un niveau plutôt bas, mais avec un bon accompagnement. Et c'est vraiment ça l'idée. Je dois, juste pour conclure, un dernier dispositif qu'il faudra regarder maintenant avec beaucoup plus d'attention, c'est la VAE. La VAE, c'est quelque chose de très lourd, mais c'est quelque chose, combiné avec l'approche de bloc de compétences et cette logique des 3 E que je soulignais auparavant, pourrait nous permettre de proposer des diplômes, donc quelque chose de très attractif, pour un coût pour l'État qui serait beaucoup réduit, puisqu'on donnerait uniquement les blocs de compétences nécessaires. Bon, alors administrativement, ça reste toujours lourd, donc là, il faut aussi que l'État fasse un effort pour simplifier le processus, et donc permettre à la société et à l'économie française d'avoir accès à toutes ces compétences qui nous font grandement défaut. Merci Nicolas. Akima, selon toi, comment notre monde de la recherche voit-il ce concept de souveraineté numérique? En fait, selon les domaines de recherche scientifique, la perception n'est pas la même.
Donc, si on prend la communauté de recherche en cybersécurité, donc le sujet aujourd'hui, c'est la cyberdéfense, ils voient en la souveraineté numérique une opportunité d'identifier justement des nouveaux verrous scientifiques et une opportunité de développer des nouvelles solutions, comme par exemple le chiffrement des données et même leur exécution dans des clouds étrangers, et puis d'autres solutions qui pourraient avoir aussi un impact sociétal. Les autres communautés de recherche, principalement non numériques, voient en la souveraineté numérique éventuellement un frein à la visibilité de leur travail de recherche, de leur expérimentation, puisque la recherche scientifique est basée sur le modèle de publication et surtout publication internationale de référence. Donc, c'est vraiment le côté ouverture qui fait qu'on pourrait garantir la qualité de l'évolution du travail de recherche. En disant ça, on ne doit pas aussi oublier qu'il y a quand même des travaux de recherche qui ne passent pas forcément par la publication. Quand c'est des travaux inscrits déjà dans des objectifs stratégiques pour l'économie ou bien des objectifs régaliens, ces travaux-là ne vont pas passer par le processus de publication. Donc, c'est vrai que l'ouverture, on va dire, de l'accès aux données scientifiques est indispensable, c'est-à-dire pour garantir la valeur scientifique. Et donc, on peut citer, par exemple, l'action, le plan national du MESRI sur ce qu'on appelle l'ouverture des données. Donc, on ouvre les données, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas garantir la souveraineté numérique. Donc là, il y a un enjeu aussi pour les communautés de recherche en cybersécurité pour réfléchir à comment arriver à garantir une certaine sécurité et aussi garantir la vérification de ceux qui accèdent aux données. Et là, donc, on pourrait réussir l'ouverture des données et de la recherche en général, mais en même temps maintenir la souveraineté numérique. Donc, je peux citer aussi peut-être le dispositif du MESRI pour la protection du potentiel scientifique et technique. Celui-ci avait déjà été revisité en 2011 et plus récemment dans le cadre de ce qu'on appelle la doctrine du cloud au centre, qui est justement un objectif de protection des services informatiques de l'État, et la recherche publique en fait partie. Je pense que cet objectif de souveraineté numérique pourrait probablement faire évoluer d'un côté la culture des chercheurs, en tout cas ceux qui sont impliqués dans les stratégies nationales, pour les accompagner dans la protection de leurs travaux et leurs données de recherche d'un côté, mais ça pourrait aussi faire évoluer le processus d'évaluation des travaux de recherche pour valoriser l'action de protection de la donnée du travail de recherche, mais aussi l'effort, par exemple, de standardisation quand il est porté par des chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le mode d'évaluation de la recherche, il est basé fortement sur la publication scientifique. Aujourd'hui, sur des stratégies comme la 5G, réseau du futur, le cloud, on réfléchit aussi à des mécanismes de valorisation et de protection de la propriété intellectuelle. Je peux citer une initiative dans la stratégie 5G Réseau du futur qui a pour objectif de donner des recommandations aussi bien pour la recherche publique et industrielle, donc là on a un objectif de rapprochement, pour voir comment on pourrait avoir un meilleur positionnement pour le développement par exemple du réseau de 6e génération. Donc là, clairement, on va avoir des modèles qui vont combiner aussi bien la protection par le brevet, mais aussi des modèles de valorisation, entre autres par l'utilisation, par exemple, du logiciel libre et comment exploiter justement cette ouverture tout en maîtrisant, on va dire, le risque et donc garantir la souveraineté numérique. Moi, je voudrais rebondir sur ce paradoxe que tu viens de présenter entre le concept d'ouverture du résultat de la recherche et la nécessité, évidemment, que l'on se protège quand même contre les attaques cyber et le vol de données et le vol d'informations. On voit qu'on est dans une sorte de paradoxe. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en cours de mise en place, mais en attendant, je retourne vers François. Quelles sont pour les chercheurs les solutions pour déjà au moins se protéger contre ces cyberattaques? Alors, en fait, la vraie question, c'est effectivement, c'est le pourquoi faire, c'est se protéger. Le pourquoi faire, c'est aussi la prévention, c'est la sensibilisation. Comment nous sensibilisons nos chercheurs, comment nous les protégeons et comment nous faisons en sorte que notre écosystème évolue dans le bon sens, à la fois en matière de recherche et d'enseignement, pour parer à
à cette cyberguerre, à ces cyberattaques. Alors, en matière de sensibilisation et de prévention, je reprends le triptyque qu'annonçait Nicolas, le triptyque État, entreprise, école, et là je parle de l'État. L'État est là pour protéger ses concitoyens, est là pour protéger ses chercheurs, et je pense à deux organismes, dont un est rattaché à Matignon, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui justement interagit de plus en plus avec le monde des écoles et le monde de la recherche pour effectuer cette sensibilisation. Et je ne saurais que trop conseiller à mes collègues des grandes écoles de leur côté également de se rapprocher de cette agence, qui est d'ailleurs un peu partout ici également sur le campus cyber. Donc, on peut déjà considérer l'ANSSI, qui est rattaché au service du Premier ministre, et puis dans un autre domaine qui est à la fois préventif et curatif. Je citerai volontiers la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui depuis 1 an renforce ses missions au profit de l'enseignement supérieur, qui est d'ailleurs venu nous faire un exposé fort intéressant au cours d'une des dernières commissions recherche et transfert de la conférence des grandes écoles, et qui est justement là pour venir expliquer à nos enseignants-chercheurs, qui est à disposition, qui est à notre disposition pour venir expliquer à la fois comment la menace évolue, elle augmente, j'en parlais tout à l'heure, et à la fois comment elle touche et elle touchera davantage nos enseignants-chercheurs, et comment trouver le juste équilibre pour continuer pour les enseignants-chercheurs à se protéger contre cette cybermenace dans un monde où finalement, très paradoxalement, un des métiers du chercheur, c'est trouver de nouvelles connaissances et partager de la manière la plus ouverte possible cet ensemble de connaissances. Donc, je pense qu'il faut déjà penser à l'État et à tous les services que peuvent apporter l'État pour nous aider à nous protéger. Et puis, bien sûr, il y a les deux autres acteurs que sont les entreprises. Il faut que le monde de la recherche continue à augmenter sa surface de contact avec les entreprises qui sont dans le domaine de la cyber. Et puis, il y a bien sûr nous-mêmes, nous qui devons créer cet écosystème où nous apprenons aux autres à nous protéger, nous apprenons nous-mêmes à nous protéger dans le cadre de cette cyberguerre. Nicolas, justement, alors, nos écoles, nos piliers principaux, c'est la formation, la recherche et l'innovation. Tu nous as beaucoup parlé de formation, mais en tant que directeur d'école, comment tu vois en quelques mots les autres piliers, recherche et innovation dans le domaine de la cyberdéfense, cyberattaque, cyberguerre? Alors, je ne saurais trop insister sur le fait qu'il ne faut jamais les séparer. Moi, je pense qu'une école d'excellence, alors bien sûr, on est connu dans nos écoles pour nos enseignements et nos diplômés, mais bien sûr, en 2022, une école d'excellence se doit d'être adossée à la recherche. Tous nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, et c'est absolument nécessaire sur ces sujets parce que c'est des sujets très pointus et on n'a encore pas trouvé. Enfin, souvent, les gens pensent que la recherche ça sert au classement, des choses comme ça, mais pas du tout. En fait, la recherche, ça sert à assurer que l'enseignement qui est prodigué reste tout le temps à la pointe de ce qui peut être proposé et avec un esprit critique, etc., qu'apporte la recherche, et donc s'assurer que les enseignants savent de quoi ils parlent, sont vraiment au courant de ce qui se passe, et le fameux publish or perish, c'est vraiment la meilleure façon de s'assurer qu'on a des enseignants qui soient au courant, et même peut-être parfois moteurs et à l'origine de ces nouvelles technologies, en particulier de la cyber. Et en plus, dans une école d'ingénieurs, l'innovation, quelque part, elle est vraiment inscrite dans notre ADN, puisque beaucoup de nos enseignants-chercheurs, alors pas tous, mais quand même une grande partie, sont régulièrement en contact soit avec les entreprises, soit eux-mêmes font des spin-offs. Et j'ai des enseignants-chercheurs qui publient un papier, et puis qui en font un brevet, et puis peut-être qu'ils vont le transférer, alors soit à quelqu'un d'autre, soit eux-mêmes vont créer une boîte là-dessus. Dans la cyber, on a des exemples. Maintenant, l'enjeu avec ça, c'est que le portrait de l'enseignant-chercheur que je présente, il est quelque part
C'est magique, il est à la fois super enseignant, super chercheur, il publie dans les meilleures revues au monde, il fait de l'innovation, il fait de l'entrepreneuriat, etc. Eh bien, je vais dire quelque chose qui n'étonnera pas nos amis économistes, ce qui est rare et cher. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet dans nos écoles. C'est qu'en fait, nous ne sommes tout simplement plus du tout compétitifs en matière de package, comme on dit dans le métier, de package salarial, dans notre capacité à proposer. Alors, ce n'est pas que du salaire, hein, déjà, le salaire c'est important, mais il y a tout ce qui va avec. Hein. Est-ce qu'on leur donne des bonnes conditions? Est-ce qu'on leur donne accès à des budgets de recherche? Est-ce que, moi, je voyais tout à l'heure, enfin, je disais en venant une directrice d'établissement qui expliquait qu'elle donnait de l'argent libre à ses chercheurs pour qu'ils puissent voyager, organiser des conférences, etc. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Le comparatif que je donne souvent, hein, c'est qu'un professeur senior en Suisse, quand on le recrute, c'est un budget total, salaire plus package, etc., qui va à peu près au million. Donc, en France, dans le meilleur des cas, on est au quart de ça. Le meilleur des cas. Et là, je ne parle que de l'académique, parce que je ne vais pas citer de nom de grandes entreprises sur le domaine, mais Télécom Paris, par exemple, on a beaucoup de nos stars qui se sont fait recruter, chers et méchants, hein, par des partenaires du monde de l'entreprise parfois, et parfois des entreprises extérieures. Et donc, il y a une vraie, ce que je disais tout au début, sur la compétition des talents pour les décideurs, eh bien, nous sommes des décideurs, un directeur d'établissement, c'est vrai aussi pour nous, on a un vrai problème d'attractivité, de rétention de ceux qui sont censés faire tout ce qu'on vous raconte. Donc, il y a un vrai sujet, et là, à nouveau, je pense qu'on ne s'en sortira que si on met l'argent sur la table, hein, et les conditions, ce n'est pas qu'une question d'argent. Je prends souvent l'exemple à la construction de Princeton. Celui qui a construit Princeton avait imaginé un bâtiment où les chercheurs seraient tellement bien qu'ils resteraient dormir là et ne sortiraient pas de leur labo. Donc, il y a aussi les conditions de travail qui doivent être attractives. Mais il faut vraiment qu'on fasse un effort, parce qu'aujourd'hui, on n'est certainement pas concurrentiel par rapport au privé, mais on est même plus concurrentiel par rapport à d'autres pays européens. Je ne parle même pas des États-Unis ou des salaires académiques. Parfois, on rajoute encore un zéro à ce que j'avais dit par rapport aux Suisses. Donc, il faut absolument qu'on fasse un effort là-dessus si on veut. À nouveau, je reviens à la souveraineté. Si on veut que notre pays, de manière générale, l'Europe, soit en capacité de se défendre sur ces sujets qui sont très importants pour notre société et notre économie, eh bien, tout simplement, il faut mettre les mots clairs. Merci Nicolas. Akima, je parlais tout à l'heure de la DGSI et d'ANSSI. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme autre action concrète de l'État pour protéger les données de la recherche? Merci pour cette question, parce que ça nous amène aujourd'hui à considérer, par exemple, des attaques qui ciblent spécifiquement les données de la recherche. Et vous avez certainement lu l'année dernière et probablement cette année du ransomware qui justement va tout simplement prendre possession des données de la recherche parce qu'elles se retrouvent dans un cloud qui est quelque part dans un data center qui n'est pas souverain. Et donc, le chercheur se retrouve donc sans ces données de recherche et donc bloqué. Et pareil, donc il faut aussi rappeler que la recherche est considérée comme un élément essentiel pour la souveraineté numérique. Et donc, la première action finalement qui a été mise en place par l'État, c'était d'embarquer la recherche scientifique avec l'objectif d'excellence scientifique dans les stratégies d'accélération industrielle. Le fait d'avoir des nouveaux instruments qu'on appelle les programmes prioritaires et équipements de recherche dans toutes les stratégies d'accélération industrielle montre bien qu'il y a cette prise de conscience qu'il ne faut pas laisser la recherche évoluer séparément de l'industrie et que pour réussir l'objectif de la souveraineté numérique, il faut aussi que la recherche soit embarquée avec cette accélération industrielle. Donc ça, c'est une première action, le fait d'avoir différents PEPR dans les différentes stratégies. Donc je peux citer la cybersécurité, on a 65 millions d'euros. Sur la stratégie 5G et réseau du futur, on a 64 millions d'euros. Sur le cloud, 56 millions d'euros. On a sur les autres stratégies comme l'IA, l'électronique et le quantique. Donc tout ça fait qu'on a des instruments dédiés à la recherche scientifique dans l'accélération industrielle avec cet objectif de développement de solutions logicielles et matérielles pour justement garantir la souveraineté numérique. Après, sur par exemple les actions de France 2030 et plus particulièrement le programme d'investissement PIA 4,
Donc, on peut aussi parler des actions, de ces stratégies d'accélération qui s'appuient sur ces territoires, sur les tissus justement industriels et tous les écosystèmes académiques, mais aussi les collectivités locales, pour pouvoir réussir le développement donc, de solutions innovantes en utilisant, quand c'est possible, justement les résultats de recherche scientifique, mais aussi il faut s'assurer que l'usage est là. Donc, les collectivités locales, les PME, les industriels, on a besoin de comprendre aussi quelles sont leurs attentes et leurs besoins pour pouvoir développer donc, des solutions qui répondraient à ça. Donc, notre action, c'est justement d'organiser ces stratégies d'accélération autour des tissus dans les différentes régions et territoires. Ensuite, je pourrais parler donc de l'investissement de l'État sur les différentes infrastructures de recherche et infrastructures numériques. Ça, c'est un point qui est très important. C'était déjà dans le PIA 3. Quand on parle de recherche, beaucoup, on est dans cette réflexion d'analyse, mais aussi de l'expérimentation. Il y a de la recherche par l'observation parce qu'on fait des expériences et donc on a des résultats, on fait avancer la science. Donc là-dessus, le MESRI a investi au travers de différents instruments, je peux citer le CPER, le KIPEX, pour justement avoir des infrastructures de recherche qui permettent aux chercheurs d'avoir leurs données et leurs traitements dans des réseaux et dans des centres de calcul qui sont nationaux souverains. Donc on peut parler du réseau Renater, que vous connaissez puisqu'on l'utilise dans les écoles, et puis GENSI qui est là pour amener justement la partie stockage et traitement. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de recommandations claires pour les chercheurs pour dire qu'il ne faut pas, par exemple, utiliser les outils et les instruments des GAFAM, mais avec ces différentes stratégies, on espère justement développer des projets, des outils collaboratifs et scientifiques qui nous permettrait d'être aussi autonome sur cette partie expérimentation. Donc là, il y a un effort à considérer. Je rejoins François dans le rapprochement avec la labellisation ANSSI aussi pour ces outils collaboratifs et scientifiques. Et enfin, donc, je pourrais peut-être parler des autres instruments de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur de la recherche, comme le pôle universitaire innovation et aussi le programme ANR Excellence. Il faut qu'on arrive aussi à faire une bonne articulation entre ces différents instruments pour pouvoir justement répondre à ce besoin. Bien, si on revient au campus cyber, en quoi le campus cyber est-il un facteur de réussite pour le programme transfert? On le voit bien, toute la réussite, j'allais dire, de cet objectif qu'on a pour répondre aux enjeux de la cyberdéfense, c'est de travailler ensemble. On a parlé tout à l'heure d'attractivité des talents. Je pense que les conditions de travail, le fait d'avoir des lieux propices aux échanges, d'avoir des lieux propices à s'installer, à faire des expérimentations, parce que dans le programme du campus cyber, on a aussi des plateformes d'expérimentation, la possibilité d'interagir en permanence avec différentes communautés, ce sont autant de facteurs de réussite et d'une dynamique collective pour répondre aux enjeux qu'on a précisés tout à l'heure. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que, j'allais dire, les personnes qui participent à ce colloque, que l'on ne voit pas, mais qui sont derrière l'écran, n'est-ce pas, viennent se rendre compte de la qualité de l'environnement et viennent surtout s'inscrire dans les différents événements qui sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas 2 ou 3 événements qui favorisent les échanges, qui permettent, j'allais dire, une information au plus haut niveau, des solutions, des besoins, des objectifs, des cas d'usage que l'on peut rencontrer dans ce domaine-là. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur de la réussite d'un tel site et ce qu'il apportera. C'est un écrin pour travailler ensemble. Donc, écoutez, je pense qu'on va bientôt ouvrir les questions, mais je vois justement une première question qui pourrait correspondre à quelque chose auquel François pourrait répondre, de Maouloud Omar, qui demande quelle est la meilleure démarche pour l'exposition des élèves d'ingénieurs à la recherche et l'innovation dans le domaine de la cyberdéfense. Et on pourrait peut-être un peu étendre la question d'une manière générale à la sensibilisation pour les étudiants et les enseignants. Alors, ce que nous observons aujourd'hui dans les écoles, c'est que nos étudiants qui choisissent la filière cyber trouvent ça génial et veulent absolument continuer dans cette filière-là. Et pour autant, nous avons pour l'instant encore du mal à en attirer davantage parce que justement, ce monde cyber a l'air au niveau des écoles, enfin, plus de l'intérieur, très fermé sur lui-même. Donc l'important, c'est
d'ouvrir ce monde. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec cette conférence. C'est ce que le campus cyber est en train de faire en créant une unité géographique, une unité géographique autour de la cyber, où finalement nous montrons, et je réponds un tout petit peu, je reprends en fait les termes de Thomas qui parle de métiers essentiels pour appréhender le risque cyber de toutes ses forces. Ce que nous devons faire, c'est montrer, c'est démocratiser, c'est rendre grand public, c'est toucher le grand public. C'est toi qui disais ça tout à l'heure, Nicolas. C'est finalement se rendre compte que la cyber est de plus en plus dans tout et touche tous les métiers. Et donc, l'idée de regrouper, d'ouvrir le monde de la cyber va convaincre de plus en plus d'étudiants et d'enseignants-chercheurs qu'il y a un vrai écosystème de la cyber dans lequel nous allons proposer à la fois de la recherche, à la fois de l'enseignement, à la fois de l'organisation, à la fois de la sensibilisation, et que c'est un domaine où on peut opérer pendant toute une carrière. Je pense que c'est ça. Le plus important, c'est ouverture et sensibilisation et démocratisation de ce terme cyber, pour l'instant, est resté assez étriqué. Je peux peut-être prendre la question de Thomas. Bonjour Thomas d'ailleurs, ravi qu'il soit là. Puisque ça correspond, du coup, en tant que président de la commission aval, je ne réponds pas à mes textos, en fait, je reprenais mes petites notes parce que j'ai de quoi répondre à cette question-là spécifiquement. Donc, je la lis pour ceux qui ne voient pas le chat. Quels sont aujourd'hui les métiers essentiels pour appréhender le risque cyber en toutes ses formes qui ne relèvent pas de l'ingénierie et de la science cyber, entre le spécialiste de la tech cyber et l'importance d'une culture générale du risque cyber? Alors, il y a deux rapports qui sont très bien, sur lesquels j'aimerais vous renvoyer. Alors, d'abord, un rapport de l'ANSSI, le panorama métier cybersécurité 2020. Vous pouvez le trouver sur Internet et il vous donnera un panorama. Et puis, une autre association dans laquelle je suis actif, Talent du numérique, a fait une note sur les compétences cybersécurité en 2019, ça c'est l'actualité, qui est là aussi donne pas mal d'éléments. Alors, juste pour vous dire, les salaires à la sortie en cybersécurité tournent autour de entre 45 et 55 K par an, c'est plutôt pas mal. Et ça peut aisément dépasser les 70 000 € sur des profils plus confirmés. Et quand on regarde les compétences, ça peut aller du bac +3 à des gens beaucoup plus pointus, comme on l'a dit. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas uniquement des métiers purement techniques. Il y a des analystes cyber, l'importance de la pluridisciplinarité et des soft skills ici, puisque j'ai commencé aussi mon intervention en parlant de l'humain et en disant que le meilleur système de sécurité au monde ne pourra jamais se protéger de l'utilisateur idiot. Et donc, bien sûr, souvent, de plus en plus d'ailleurs, c'est du social engineering. Les techniques passent par en fait tout simplement discuter avec les gens. Et hier, j'entendais que maintenant, il y a même des deepfakes d'arnaque au président. C'est-à-dire que la voix du président lui-même vous appelle pour vous dire de absolument donner le compte en banque. Donc, voilà, il faut faire très attention à ça. Donc, je vous renvoie vers ces deux notes qui sont très bien et qui montrent en fait qu'on peut aller de l'analyste opérateur cyber, qui est bac +3, dans un SOC, un Security Operational Center, à effectivement les SSI et les métiers classiques. Je pense, pour compléter ce que dit Nicolas, c'est l'importance de la notion numérique d'usage. La cybersécurité s'ouvre, la cybersécurité demain va interagir avec la santé numérique. Et nous prévoyons, par exemple, un futur colloque qui mélange santé numérique et cybersécurité pour démontrer que la cybersécurité s'applique à tout le champ humain de tous les métiers. Le Covid a-t-il été un accélérateur des attaques? Je vois une question qui date de 14h19. Alors, les attaques ont augmenté. Alors, si je lis le rapport sur la menace, sur le panorama sur la menace informatique de l'ANSSI, les attaques ont augmenté d'environ 30% en 2021 par rapport à 2020. Et on peut dire que le Covid, en cela qu'il a été
un accélérateur des usages numériques, puisque nous avons vu qu'un des principaux facteurs de résilience de notre société, c'était les usages numériques avec le développement de la visioconférence. En cela, le Covid, lui, est un accélérateur des attaques, puisque le monde a offert aux attaquants une beaucoup plus grande surface numérique qu'auparavant. Et cette tendance ne va faire que s'accélérer dans les années à venir, d'où ce que disait Nicolas, hein, c'est qu'il faudrait augmenter de 1000% dans les 10 ans à venir le nombre d'acteurs formés à la cybersécurité. Je pourrais prendre la question de Pierre Admagian. Alors, il s'agit là normalement de la PPST, donc c'est la protection du potentiel scientifique et technique. Voilà, donc la question est les différentes déclinaisons de la PPST, donc protection du potentiel scientifique et technique, qui est un dispositif justement du MESRI. Donc, est-ce qu'elles ont réellement un déploiement opérationnel et une mise en application stricte dans les différentes entités, c'est-à-dire organismes de recherche et universités du MESRI? Donc, je pense, dit la question, au CNRS notamment, victimes régulières de piratage du fruit de leur recherche. Alors, merci. Merci de la question. Donc, le dispositif est très ancien, donc il y a différentes actions. Donc, je pourrais parler des actions les plus récentes dans le cadre de la doctrine du cloud au centre, qui concerne donc, la protection des services informatiques de l'État. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la recherche publique en fait partie. Donc, l'un des premiers appels à projet, avant même le démarrage de la stratégie d'accélération cyber, avait justement une partie qui concernait un peu l'évolution des systèmes informatiques dans les universités, les organismes de recherche, pour pouvoir acquérir des solutions de sécurité, renforcer la sécurité. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément concerne les investissements justement du MESRI dans la partie équipement liée aux infrastructures numériques et aux infrastructures de recherche. Donc c'est des grands investissements. Comme je l'avais cité tout à l'heure, vous avez Renater pour toute la partie réseau, et puis vous avez Gensi pour toute la partie calculateur. Donc l'objectif, en fait, sur le long terme, c'est d'arriver à mutualiser les données de la recherche dans des infrastructures numériques et des infrastructures de recherche maîtrisées d'un point de vue, on va dire, autonomie, et donc d'un point de vue souveraineté numérique. Après, bien sûr que les travaux, par exemple, dans l'initiative Gaia-X, nous amèneraient aussi à voir comment avoir une garantie de souveraineté numérique, même si on a donc, des travaux ou des outils numériques qui ne sont pas forcément européens. Donc la réponse est oui. Il y a des actions concrètes, donc les attaques ne concernent pas que le CNRS, donc il y a des attaques dans tous les environnements d'enseignement supérieur et de la recherche, aussi au niveau international. Et comme je disais tout à l'heure, récemment, il y a effectivement des ransomware qui s'attaquent directement aux données scientifiques. Donc oui, il y a des actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être remonter dans le fil de discussion. Ouais. Pour les thésards, les lycées manquent vraiment d'informations pour orienter les élèves qui, en seconde, souhaitent s'orienter sur les métiers de la cybersécurité afin de les aider à faire les bons choix. Alors, est-ce que le président de la commission Avan alors, ce serait plutôt un peu Hamon. Ce serait la commission Hamon, je pense que c'est Romain. Mais peut-être dire quand même que, déjà, moi, j'aimerais saluer le fait qu'il y ait une filière maintenant informatique et une agrégation d'informatique. Hein, donc, on aime toujours bien taper sur notre éducation nationale, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose pour le secteur d'une manière générale que des filières et des agrégations dédiées soient créées. Maintenant, effectivement, d'une manière générale, en fait, le problème est vrai pour pratiquement tout ce qui est un peu pointu dans les lycées, les collèges.
Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qui va se passer après. Et c'est vrai que nous, on a un vrai travail de clarification. Mais notre approche, c'est souvent plutôt de passer par les ambassadeurs que sont les enseignants eux-mêmes. C'est à eux qu'on doit expliquer ça. Et c'est vrai que Télécom Paris, par exemple, fait des formations dédiées envers les enseignants des lycées et des collèges. Peut-être qu'on devrait effectivement les remettre un peu plus à jour sur la cyber, étant donné l'importance que le sujet prend. C'est une bonne remarque que je note avec intérêt. Mais c'est quelque chose de généralisé. Je pense que mes collègues en pensent. Je pourrais peut-être compléter sur la stratégie d'accélération cyber. Il y a effectivement une action qui est portée par l'ANSSI liée justement à l'Observatoire des métiers. Donc celle-ci, je pense, va passer aussi par les différents acteurs de l'enseignement. Et il y a aussi une autre action de sensibilisation, mais qui concerne en fait tous les citoyens. Et je suppose que sur cette action-là, il pourrait y avoir des choses ciblées vers les lycées. Donc, s'il y a des idées, par exemple, précises pour développer ce type d'action ou d'orientation, je pense que la stratégie d'accélération cyber, avec aussi son objectif, son volet compétences qui est très, très important, pourrait facilement concrétiser cet objectif-là. Je voudrais juste compléter, c'est que dans le cadre justement du campus cyber, il y a des groupes de travail qui se réunissent. Il y en a un qui s'appelle groupe de travail sur la formation. Et dans ce cadre-là, il y a tout un travail pour la mise en place d'une plateforme numérique présentant l'opportunité de parcours dans le domaine de la cybersécurité. Et certains seront justement déclinés pour des présentations à des lycéens. C'est des actions qui sont en cours de déploiement et de développement. Et j'ajouterais aussi d'ailleurs une autre action dans la stratégie d'accélération qui est portée, je pense, par le ministère de l'Emploi, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils appellent un EDEC. Donc voilà, c'est pour aussi voir quels sont les blocs de compétences et comment orienter à des âges jeunes les compétences pour la cybersécurité. Alors, je donne une piste aussi pour les lycées. Ce qui est important, c'est le fun. C'est de rendre le milieu de la cybersécurité fun. Donc, c'est la gamification ou la ludification en français, des activités autour de la cybersécurité. Je cite un exemple d'un concours qui doit en être sa 8e ou 9e édition, qui est proposé par l'Éducation nationale, alors, qui est sur un périmètre restreint de la cybersécurité. Il s'agit de cryptographie. Un concours qui s'appelle Alkindi, qui réunit plusieurs dizaines de milliers de collégiens et lycéens dans tous les départements de France, avec une finale qui a lieu chaque année avec une remise de prix. Donc c'est un premier exemple, mais je crois que nous devons tous réfléchir à comment, au-delà de ce concours qui est un jeu, comment faire redescendre, par exemple, les hackathons ou ce qu'on appelle les CTF, les catch de flag, qui aujourd'hui sont plutôt courus par beaucoup d'élèves de 18, 19, 20 ans pour qu'ils touchent les couches, entre guillemets, encore plus jeunes de la population, peut-être justement avec des niveaux de performance attendus un peu moins élevés que ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les CTF pour faire rentrer les lycéens, voire même les collégiens le plus tôt possible dans cette idée de je peux travailler de manière fun au profit de la souveraineté numérique, au profit de la protection des citoyens. Bon. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en avais une pour les directeurs d'école d'ingénieurs. Pensez-vous justement réussir le défi de parité dans ces métiers-là, de la cyber et du numérique en général? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'on en parle tous les jours avec François, pratiquement. Je pense qu'il n'y a pas une réunion où on se voit. Je ne le savais pas. Ou avec mes collègues, où on en parle. Alors, je vais d'abord parler pour Télécom Paris. À Télécom Paris, on a fait un objectif chiffré. Je pense qu'on est la première école d'ingénieurs à l'avoir fait. Le problème, donc, concrètement, aujourd'hui, quand je suis arrivé en 2019, on était à 17%. Aujourd'hui, on est à 22%. J'ai mis comme objectif d'être à 30% en 2030. Ça a l'air. Tout dépend de qui parle. C'est ambitieux. Voilà, c'est ça. Les gens qui s'y connaissent me disent
30%, c'est impossible. Vu de l'extérieur, quand on dit qu'on est un tiers, c'est rien du tout. Personne ne comprend. Mais effectivement, on a un problème de filière. La France est structurée sur ces filières. Et là, pour le coup, je dis l'inverse de ce que je disais juste avant. La filière informatique ne va pas nous arranger. La réforme du bac ne va pas nous arranger. On a de moins en moins de filles dans les filières technologiques et scientifiques. Et c'est un vrai problème. Alors, bien sûr, il y a une question d'amont. On sait que le problème, il n'est pas dans les grandes écoles, il est en plus prépa, il n'est pas en prépa, il est au lycée. On arrive en maternelle et on se dit, en fait, c'est les parents. Okay. Voilà, mais ça fait 30 ans qu'on en fait. Et le résultat, c'est que ça va de pire en pire. Donc, il y a un moment où je pense qu'on devrait ouvrir la question peut-être à d'autres solutions plus pragmatiques. Il y a des solutions qui existent. La loi Copé-Zimmermann a mis des femmes dans les conseils d'administration. Comme dit très bien Christine Lagarde, les organisations qui ont des quotas ont des femmes, les organisations qui n'en ont pas ont des excuses. Donc, moi, je dis que si on veut avoir des formations, des diplômés d'excellence à l'image de la République, on doit faire plus d'efforts et la sensibilisation amont ne suffira pas comme elle ne suffit pas depuis 30 ans. Alors, je rejoins Nicolas sur l'importance pour nos écoles du numérique d'atteindre environ 30% de femmes dans ces promotions. Je suis également optimiste sur le fait que nous allons y parvenir. Je souligne pour autant que dans le domaine de la cybersécurité, l'obstacle, si on peut parler d'obstacle, en tout cas le défi à résoudre, est encore plus difficile, puisque cette fois-ci, si nous regardons le ratio femmes-hommes dans le domaine de la cybersécurité, il est encore aujourd'hui plus mauvais que celui qui existe dans le domaine du numérique. Et alors, il y a quand même je vois deux sources d'espoir ou d'espérance. Le premier, c'est que si on regarde les participants au concours Alchimie, dont je parlais précédemment, qui est un concours essentiellement de crypto, donc qui est très dans le cœur nucléaire de la cyberdéfense, on a une parité totale avec des gagnants et des perdants chaque année, qui sont autant de jeunes filles et autant de jeunes garçons. Donc, il y a des raisons d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est que nous allons ouvrir beaucoup plus et démocratiser et montrer beaucoup plus au grand public ce que c'est que la cybersécurité et toutes les facettes de la cybersécurité. Et je pense qu'en faisant ça, on va arriver à faire en sorte que la difficulté pour attirer les femmes dans le domaine de la sécurité soit la même que la difficulté pour attirer les femmes dans le domaine du numérique en général. Donc, comme nous allons y parvenir dans le domaine du numérique, d'ici 2030, nous y serons parvenus dans le domaine de la cybersécurité également. C'est vraiment une question. C'est un complément d'information. Un complément d'information. Et Jacques qui dit que la Fondation Femmes Numérique a lancé cette année un appel à projet pour augmenter le nombre de jeunes filles et de femmes dans les formations du numérique et pour accompagner ce public vers un premier emploi dans ce secteur. Ces jeunes, part en jury de cet appel à projet. Et à nouveau, je vais parler de talents du numérique, c'est aussi une priorité pour talents du numérique. Mais je voudrais quand même souligner que nous, on a analysé les choses d'une manière très précise à Télécom Paris. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de biais du fait du numérique. En fait, on a exactement la moyenne pondérée de femmes de nos filières d'approvisionnement, en fonction, pour ceux qui connaissent, MP, PC, etc. Donc, en fait, ça veut dire que la première école d'ingénieur numérique ne subit pas d'un déficit d'attractivité pour les femmes, c'est juste qu'en fait, les filières sur lesquelles on recrute, on n'a pas. Donc, c'est vraiment une question de filière, de structuration de filière. Donc, moi, je pense qu'il faut un choc et que si on se contente de faire de la sensibilisation et de l'information, je pense que, je ne sais plus qui disait ça, mais on va encore mettre 100 ans pour arriver à l'objectif. Nous avons encore théoriquement 5 minutes. 5 minutes. Pour le café. Donc, il y a deux possibilités. Soit nous allons tous prendre un café, soit nous prenons une nouvelle question. On va pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup, Merci chers collègues. à tous. Merci à tous les participants.
Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci pour cette table ronde et nous vous souhaitons de la part de nous quatre une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.